Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce 65e épisode, nous recevons Virginie Docarmo. Je crois que nous sommes à Paris. Elle va nous parler de son agence de communication, de généalogie et plein d'autres sujets. Mais on va laisser Virginie nous raconter tout cela avec beaucoup de détails, je l'espère. Mais avant tout, bonjour Virginie, comment vas-tu? Bonjour Joël, je vais bien, je te remercie. Merci beaucoup pour ton invitation. Écoute, je suis ravi de t'avoir dans ce podcast. On remercie au passage Françoise Novak qui nous a mis en relation. Françoise Novak, vous pouvez l'écouter à l'épisode 39. Elle parle du travail sur la voix. C'est un sujet très intéressant aussi. Mais aujourd'hui, c'est Virginie Docarmo qui va nous raconter un peu son activité, son parcours personnel et professionnel. Donc, tu connais un peu le format de ce podcast, Virginie. Commençons par ton parcours personnel, s'il te plaît. Alors tout à fait, mon parcours personnel, j'ai une double formation, communication et journalisme, puisque à l'âge de 10 ans, j'ai rencontré des journalistes coréens dans un train et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc du coup, j'ai fait un BEP de secrétariat parce qu'il y avait une partie communication. Je me suis dit, ah, mais c'est génial. Donc j'ai découvert la com à ce moment-là. Ensuite, j'ai fait un bac communication. Et là, je me suis dit, c'est bien parce que je peux à la fois écrire et à la fois faire de la stratégie, donc faire vraiment quelque chose de global. Et donc, j'ai continué sur ma lancée en allant à l'université où là, donc j'ai fait communication, stratégie, secteur public associatif. Ensuite, j'étais à l'Institut français de presse à Assas puisque j'avais toujours mon idée de journaliste. Donc, j'ai eu une spécialisation journalisme avec ma maîtrise information communication. Depuis 2 ans, je travaillais dans une agence de communication qui était l'agence de com de Gaz de France, où je faisais toutes les brochures et les témoignages des clients professionnels de Gaz de France qu'on retrouvait dans les agences Gaz de France. C'était les petits livrets qu'on retrouvait. Donc, j'alliais ma passion de l'écriture avec la partie stratégie, communication. Et ensuite, en 2007, quand j'ai été licenciée, j'ai décidé de monter ma structure pour aider des petits, puisque je travaillais pour une grande entreprise. Et donc, je me suis dit, j'ai envie maintenant d'aider des petits qui ont des besoins de communiquer, mais qui n'ont pas de gros budget. Et pour eux, je serais le plus utile. C'est-à-dire que je considérais que je n'avais plus ma place au niveau des grandes entreprises. J'avais été un peu écœurée par l'expérience. Je me suis dit, je vais mettre mon savoir-faire au service de plus petits qui ont vraiment besoin de moi. Et c'est comme ça qu'est né VD Communication en juillet 2007. Ça, c'est vraiment bien. En plus, je pense que c'est peut-être un sujet qui va beaucoup intéresser nos auditeurs, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et qui, je sais comme moi-même, le plus difficile, c'est de communiquer, de se mettre en avant sur les réseaux, d'écrire des bons articles ou des accroches, parce que au final, c'est le plus important d'avoir une certaine visibilité. Donc, j'imagine, donc tu accompagnes des entrepreneurs ou des petites sociétés, c'est ça? Tout à fait, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne des TPE qui ont 3-4 salariés, je peux accompagner des PME qui ont jusqu'à 20 personnes. Après, je peux, mais entre guillemets, ils ont moins besoin de moi puisque souvent, ils créent un poste de community manager ou de communicant et donc du coup, ça va être plus ponctuel ou par des formations puisque je fais de l'accompagnement à l'heure, mais aussi des formations. Donc, entre guillemets, cette typologie de personnes va plutôt m'acheter une formation par an sur un point précis, typiquement le référencement naturel, l'analyse du parcours utilisateur sur le site web, avec Google Analytics, des choses comme ça, mais ce sera plutôt précis. Et donc ça, c'est un peu. Alors, donc, du coup, 2017, tu as commencé avec. 2007, ça fait 15 ans et demi. 2007, pardon, excuse-moi, 2017. Ouais. 2007, donc oui, ça fait déjà pas mal de temps. Tu as démarré à accompagner les petites sociétés ou des entrepreneurs. Un exemple, comment tu les accompagnes sur toute la palette des activités, c'est ça? Alors, je vais les accompagner la plupart du temps. Au départ, c'est une séance de travail d'1 heure où ils ont un problème. Ils vont me dire, voilà, j'arrive pas à utiliser LinkedIn, je passe du temps sur les réseaux sociaux et j'ai pas le résultat que j'attends, j'y passe trop de temps pour ce que ça me rapporte.
Donc, ils ont un problème qui ne les satisfait pas. On travaille sur ce problème et on commence à décrypter tout. On commence par décrypter tout afin de pouvoir comprendre le problème profond. Parce que leur insatisfaction, elle est de surface. On se rend compte qu'il y a des choses qui sont bien plus profondes, notamment au niveau de la définition des cibles, au niveau du message ou au niveau du canal utilisé. Utiliser par exemple le mauvais réseau social où leurs clients ne sont pas en place. C'est ça, ou d'utiliser un vocabulaire d'expert, parce que c'est normal, ils sont experts, mais si les gens leur achètent les prestations, c'est parce que ces mêmes gens ne sont pas experts. Donc, si vous partagez un poste avec un vocabulaire d'expert, les experts concurrents vont liker, mais vos futurs clients ne likeront pas. Ils ne comprennent pas ce que vous leur racontez, c'est pour ça qu'ils vous payent. Exactement, donc c'est la simplification du message, pouvoir savoir passer le message. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est, bon, comme chacun dans son métier, on devient un expert dans ce métier et on part, excusez-moi chers auditeurs, mais de dire un certain charabia technique, en fait, n'est incompréhensible pour le commun des mortels. Et malheureusement, on oublie un peu de, comment dire, de simplifier le message pour aller à la base, trouver le bon client. C'est pour ça que moi, j'ai une technique imparable, je leur dis, j'ai 7 ans. Donc, ils me disent, non, mais ça veut dire quoi? Bah, j'ai 7 ans, j'ai l'âge de raison, mais je ne connais pas un vocabulaire trop élaboré, parlez-moi simplement. Donc, ils me disent, bah, quand même, ça vous connaissez, Virginie? Bah non, là, j'ai 7 ans, Virginie a 7 ans, elle ne connaît pas. Une bonne approche, je connaissais l'approche de expliquer votre métier à votre grand-mère. C'est la bonne approche, en fait. Et ça nous oblige, en fait, de faire un travail sur nous de simplification, de vulgarisation du message. C'est-à-dire, voilà. Donc, tu accompagnes beaucoup dans tout ce qui est sur les réseaux, sur l'écriture, par exemple, d'une campagne publicitaire, c'est ça? Alors, plutôt sur le contenu de leur site internet. Moi, je ne vais pas sur la pub, je suis dans la communication. Je peux aller sur le marketing, c'est-à-dire que, par exemple, peut-être que le problème, c'est leur prix, c'est leur réseau de distribution, c'est pas que la com. Donc, c'est ce qu'on appelle le marketing mix. C'est les 5 piliers qui font qu'un produit ou un service ne se vend pas comme il devrait. Quand on est sur la com, on est juste sur le pilier promotion. Or, il peut y avoir un problème de prix, un problème de positionnement, de ne pas toucher la cible qui a le budget pour acheter, par exemple, ou le mauvais réseau de distribution. Donc, comme j'ai une formation marketing à l'origine également, je peux remonter sur la partie marketing. Mais je ne vais pas sur la partie pub. La partie pub, c'est vraiment l'achat de pub payante. Je ne vais pas là-dessus. Il y a des experts Google Partners qui sont bien plus formés que moi. Moi, je suis sur la partie gratuite. Tout ce qui est contenu, tout ce qui est stratégie qu'on peut mettre en œuvre en y prenant en stratégie que l'on peut mettre en œuvre sur les réseaux sociaux ou sur son site internet en y passant du temps. Ça veut dire on travaille le message, leur visibilité, leur site. Leur prospection, à qui ils veulent vendre et pourquoi, quelle est la solution qu'ils proposent qui va résoudre le problème du prospect. Les gens n'achètent pas parce que c'est vous, ils achètent parce qu'ils ont un problème et que vous avez la solution. Exactement. En tout cas, dans une première approche, c'est pour cette raison. Après, ils restent parce que la façon de travailler leur convient. C'est pas comme ça qu'ils vont venir vers vous. Donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que je me rends compte que alors tu as donné l'exemple sur LinkedIn, de dire voilà, je suis un utilisateur, je cherche des prospects et je me rends compte que je passe beaucoup de temps dessus et qu'au final, ça ne marche pas correctement. Donc, comment il te rencontre une première fois en disant tiens, je vais contacter VD Communication, donc Virginie de Carmo, son agence de communication. Tout à fait. En fait, sur mon profil LinkedIn ou mon profil Facebook, il y a un lien, et sur mon site web aussi, vers un Calendly, où vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne de 15 minutes où vous m'exposez vos besoins. En fonction de ça, je vais définir si pour ce besoin-là, il faut 1 heure ou 2 heures. Dans un premier temps, c'est grand maximum, parce que je vais vous en mettre plein la tête, et du coup, il vaut mieux que vous ayez un peu de temps pour décanter. Exactement, ok. Donc, une première séance et après, avec le client, après, j'imagine au cas par cas, une série de séances. Voilà, mais en fait, je refuse de les retravailler avec eux tant qu'ils n'ont pas fait les devoirs que je leur ai donnés à la séance précédente pour pas qu'ils repayent 2 fois pour la même chose. Oui, parce que pour toi, ça te fait perdre aussi ton temps, il faut être honnête. En fait, c'est que s'ils n'ont pas fait leurs devoirs, on ne pourra pas avancer puisque ces devoirs sont essentiels pour qu'on poursuive. Donc tant que ce n'est pas fait, je ne peux pas avancer et j'aurai rien de plus à leur dire.
La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est s'ils n'ont pas compris quelque chose, ils me disent: «Bah, je reprends une séance pour qu'on réapprofondisse ce point qu'on a vu, mais que j'ai pas tout à fait bien compris». Ça, c'est une de partie de tes activités sur la communication. J'ai compris aussi, ce qu'on avait discuté en off juste avant, que tu as aussi plusieurs casquettes. Donc, tu fais aussi dans la généalogie. Est-ce qu'on passe à ce sujet-là ou on approfondit un peu plus sur la communication? On peut passer à ce sujet-là, ça me fait une bonne transition. Tous les mois, je propose des conférences en ligne gratuites, une sur la généalogie à 13h et une sur le potentiel professionnel des réseaux sociaux à 14h30. Toutes les infos sont sur mon site internet vd-communication.fr. Pour s'inscrire, c'est gratuit, c'est un Google formulaire, ça prend 2 secondes. OK, donc ça, alors pour les curieux de la généalogie, je sais que j'ai quelques auditeurs, grands fans de recherche, de l'arbre généalogique de leurs ancêtres, pour savoir d'où ils viennent, sur quel continent sont leurs aïeuls. Donc ça, c'est le sujet. Donc ces séances que tu fais, d'introduction, ça consiste en quoi? Alors, il y a un lien quand même avec l'activité communication digitale, puisque Ouais. pour pouvoir, bien se raconter, il faut bien se connaître. Mmh. Et donc, si on ne connaît pas ses ancêtres, on peut un peu moins bien raconter son histoire. Et moi, je suis écrivain public de formation Mmh. et donc, c'est intéressant de faire des recherches généalogiques pour se rendre compte, par exemple, qu'un ancêtre a fait un métier, proche de celui qu'on fait ou pour pouvoir, comprendre une direction professionnelle. Pourquoi est-ce qu'on va dans cette direction professionnelle? J'ai été formée à la psychogénéalogie pour la partie, répétition générationnelle. Parce que moi, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait des recherches généalogiques en ligne, dans les archives en ligne, Mmh. on écrive un récit de vie pour transmettre à l'entourage, familial ou professionnel. Par exemple, dans le cas d'entreprises qui se transmettent de génération en génération, ça peut être, un livre qui raconte l'histoire des ancêtres qui ont créé l'entreprise Mmh. et tous ceux qui sont succédés après. Et voilà, ça, c'est un autre sujet super intéressant. C'est bien, je suis ravi que tu sois venu nous en parler, parce que c'est une thématique que j'avais regardée à une époque. En fait, comment tu as dit? La répétition, généalogique, Psychogénéalogie. c'est ça, c'est-à-dire, on va dire une famille de forgerons, enfin, je prends un exemple, là, j'improvise un peu, hein, vous le savez, chers auditeurs, une famille de forgerons et qu'au final, c'est des petits-enfants qui ont fait des métiers, dans la métallurgie, par exemple. Bien Tout sûr. à fait. Et l'intérêt, moi, c'est que dans les recherches généalogiques, je ne me contente pas de faire l'arbre généalogique, c'est-à-dire date de naissance, date de décès et combien d'enfants ils ont eu. Je vais plus loin. L'idée, par exemple, c'est de retracer l'histoire d'un lieu de vie. C'est de retracer également la vie, des ancêtres dans tel village, à telle époque, avec les recensements de population, avec, tout ce qui est au niveau succession, Mmh. parce qu'on peut consulter, par exemple, pour voir le patrimoine qu'avait la personne à son décès, pouvoir reconstituer à un instant T le lieu de vie, qui était dans la succession ou les lieux de vie, qui étaient dans la succession. On peut aussi, avec des cartes postales, voir l'évolution d'un bâtiment. Oui, oui, ce qui est assez intéressant, utiliser maintenant avec les techniques, on peut scanner et voir par exemple certaines photos, d'époque, après-guerre et quand le bâtiment a été reconstruit ou rénové, de superposer l'ancien et l'actuel et c'est quelque chose qui est assez formidable de pouvoir voir ça. Alors vraiment, Virginie, on vient de surprise en surprise. Je pense, chers auditeurs, que vous êtes aussi ravis que moi. Dans la partie communication, la partie généalogie, ça, il y a un lien, tout ça. Il y a d'autres thématiques que tu as d'autres surprises pour nous, Virginie? Oui, j'ai d'autres surprises. Tu disais, Joël, que beaucoup d'auditeurs, créent leur entreprise, Mmh. sont en train de la créer et donc sur mon site, quand j'ai commencé à créer mon entreprise, j'ai écrit puisque, bah, voilà, l'écriture fait partie de ma vie, donc j'ai écrit et j'ai décidé, de le mettre sur le site web. Ça s'appelle «Chronique d'une chef d'entreprise atypique» Mmh. et donc je raconte, mon début d'activité et comment mettre tous les atouts de son côté pour réussir sa création d'entreprise. Donc c'est plein d'infos pratiques, issues de mon expérience de créatrice d'entreprise, voilà, qui commence en juillet, 2007. OK, donc je peux imaginer que c'est doit être une mine d'informations et je pense que c'est beaucoup d'auditeurs nos invités aussi, ils viennent partager un peu leur vécu, hein, parce qu'il faut se planter pour apprendre, hein, on est bien d'accord? Hein? Bah, là, l'idée, c'est justement, je vous donne des conseils pour éviter de vous planter
faut gagner du temps. Faut pas Pour gagner du temps et puis se donner toutes les chances. Par exemple, moi, j'ai commencé en coopérative d'activité et d'emploi, Mhm. qui était une forme encore très méconnue en 2006-2007. J'ai eu la chance, puisque j'étais localière, c'est-à-dire journaliste dans un journal local à l'époque près de Toulouse, et que j'avais interviewé cette coopérative d'activité et d'emploi en 2006. Et donc, quand j'ai monté ma structure, je me suis dit, il vaut mieux y aller accompagné, il vaut mieux y aller en douceur, avec des étapes. Donc, j'ai fait encore demandeur d'emploi, ce qui m'a permis de pouvoir tester mon activité en toute sécurité et de pouvoir me verser un salaire progressivement Mhm. en n'ayant pas 3 000 € à payer à l'URSSAF alors que je n'avais pas encore rentré un euro de chiffre d'affaires, à ne pas payer les impôts sociétés, à ne pas payer comment dire, la CFE, enfin toutes les gentilles choses qu'on doit payer quand on démarre les 2-3 premières années et qu'on n'a pas de sous pour ça. Alors, c'est exactement. Alors, j'aime bien que tu partages ça, le côté français avec. Je pense qu'en Allemagne, c'est la même chose. Moi, je partage mon expérience. Je m'étais lancé à une époque en tant que Klein Unternehmer, donc c'est auto-entrepreneur en France. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous êtes enregistré, on appelle ça au fisc, donc en tant qu'entrepreneur, en tant que société ou société personnelle, les impôts viennent de suite en vous demandant, voilà, sur votre estimation, de payer les premiers impôts, alors que vous n'avez pas encore fait rentrer un sou, quoi. Pas un seul euro rentré de chiffre d'affaires ou d'activité. Ou alors les impôts ne vous demandent rien et à peu près 1 an après ou 1 an et demi après, si vous avez une clôture d'activité à 18 mois, puisque la première année c'est possible, ils vous disent toc toc, vous pouvez me rendre la TVA que je vous ai que vous avez gardée pendant 18 mois, ça fait 7 000 €. Ah mais c'était pas mon argent, moi je l'ai pris pour de la trésorerie. Ouais. Ah bah il faut nous le rendre, là vous avez 2 mois pour nous le rendre. Voilà, et encore là, c'est gentil parce que moi, j'ai eu dans une autre approche où la TVA, enfin en Allemagne, dans l'import-export, la TVA est déclarée, parce que l'État ne vous connaît pas, donc vous demande le paiement des TVA chaque mois. Donc chaque mois, vous devez verser les sous. Et à la fin d'année, on recalcule sur tout ce qui a été payé sur les 12 derniers mois. Et c'est vrai que c'est intéressant. Donc tout cela, tout ce genre d'expériences sont marquées sur. Voilà, sur le site vd-communication.fr, dans la rubrique Chronique d'une chef d'entreprise atypique. J'irai voir ça aussi moi-même, même si je ne suis pas encore entrepreneur, mais un petit peu avec Monsieur Joe. Donc on ira voir ça, chers auditeurs, une autre surprise de la part de Virginie. Virginie, est-ce qu'il y a d'autres thématiques à aborder parce qu'on fait un peu plus rapidement, je pense aujourd'hui, je n'ai pas regardé la montre, chers auditeurs, c'est comme ça, hein. C'est un autre format, donc vous découvrirez ça lorsque j'aurai monté cet épisode. J'ai un autre cadeau en effet pour vous pour la partie généalogie, ce coup-là, Mhm. puisque j'ai donné des astuces pour les futurs chefs d'entreprise ou jeunes chefs d'entreprise, donc il faut que je sois équitable et que je donne à ceux passionnés de généalogie. Sur mon site, vous avez une rubrique qui s'appelle Aide pour vos recherches familiales généalogiques. Je suis spécialisée aussi sur les recherches en temps de guerre, notamment sur la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez en milieu de page donc des témoignages de gens qui ont suivi ma conférence et en dessous, vous avez des liens pour vous aider dans vos premières recherches. Donc, c'est vraiment des liens très concrets avec des cotes. Par exemple, si vous cherchez les dossiers de demande de naturalisation, je vous donne le lien. Si vous cherchez les différents lieux de vie à différentes époques, je vous donne des liens. Pareil pour la Seconde Guerre mondiale, pareil pour les journaux. Mon grand-père était résistant, par exemple. J'ai pu retrouver un lien vers des journaux qu'il distribuait. Bah, je vous donne les résultats de recherche qui peuvent vous servir aussi. Ah OK. Ah bah, écoute, ça, c'est un bon exemple parce que je connais quelqu'un qui regardait ça aussi et je pense que c'est très intéressant. Il y a une pléthore d'informations, mais c'est pas évident à les retrouver, ces sites-là. Parce qu'en fait, tous ces archives-là sont ouverts à tout le monde, hein, sauf que les signes ne sont pas faits de manière, on va dire, très lisible, hein. C'est pas des sites, on va dire, réseaux sociaux ou autres. C'est très technique. Il faut connaître un peu les codes, comment on rentre, les noms de famille, les dates et faire des Et puis, combinaisons. des fois, il faut savoir chercher dans les bonnes archives parce que selon que ce soit des archives publiques ou privées, on ne va pas les trouver au même endroit. Un jour, j'ai trouvé par exemple le fonds Louis Saillant. Donc, c'est ceux qui donnaient les cartes des résistants, c'est-à-dire le comité de libération. Mmh. Ce sont des archives privées que j'ai retrouvées en fait au Centre d'histoire sociale du XXe siècle qui dépendait de l'université Paris 1. Ah oui, donc faut savoir qu'il faut passer par l'université pour trouver ces articles-là. Parce que c'est des fonds privés et que la Fondation Louis Saillant a décidé de leur donner à eux. OK, Il d'accord. n'y a aucune obligation en France de donner des archives privées
à des archives bien définies comme les archives nationales ou départementales. C'est au choix du donateur. Donc c'est pareil, j'ai trouvé par exemple un inventaire des otages détenus politiques. C'est le Comité international de la Croix-Rouge qui a publié ça. Vous ne trouverez pas ça aux archives nationales, alors que normalement la résistance et la part camp de prisonniers de guerre, par exemple les stalags, c'est aux archives nationales. Sauf que ça, ce sont des archives du Comité international de la Croix-Rouge. Donc on ne les trouve pas dans les archives nationales, mais au CICR. Donc il faut savoir dans quelle administration, entre guillemets, Voilà. Si par exemple c'était un résistant et que son chef était un militaire, puisque les FFI et les FFL avaient souvent un chef qui était un militaire, vous trouverez les archives à Vincennes au SHD. Parce que le chef étant militaire, le groupe de résistance était militaire et les archives sont stockées par les militaires. Ah, d'accord. Donc, alors que mon grand-père n'était absolument pas militaire, mais dirigé par un militaire pour libérer Paris. Et donc c'est ça qui t'a poussé à faire cette recherche? Alors ça, mon grand-père avait une sœur et un frère. Le frère a été prisonnier de guerre pendant 5 ans. Lui a été résistant et sa sœur est partie soi-disant volontaire dans le cadre de la loi Sauckel, où les femmes célibataires de 18 ans et plus non mariées devaient partir pour la relève, pour faire revenir les prisonniers de guerre depuis 3 à 4 ans. Et je l'ai retrouvée enterrée dans un cimetière militaire à Mulhouse, déportée politique. Ah oui. Et donc j'ai voulu comprendre. Connaître, ok. Et comme elle était enterrée sous un faux nom, ça m'a permis de pouvoir lui redonner un hommage en faisant changer la plaque parce que ceux qui gèrent le cimetière militaire m'ont dit qu'elle était bien déportée politique. On a la preuve avec les papiers, donc on va lui rendre hommage en mettant une plaque à son nom. Donc pour ça, j'ai été aux archives nationales, diplomatiques, militaires. Ça m'a permis d'explorer tous les types d'archives. Ouf, oui. Donc, donc le vécu personnel de la famille pour pouvoir. Donc il y a une certaine expérience et un vécu derrière. Donc franchement, je vous remercie Virginie pour ce partage. Je pense que c'est assez intéressant de voir dans cette approche-là le besoin en fait personnel et ça permet de développer et ce partage-là. Donc je pense que je trouve ça très bien de venir nous le partager ici sur ce podcast parce que c'est un peu le lien, le fil rouge que nous avons, c'est-à-dire le partage d'expériences, de vécu, pour savoir ou peut-être vous motiver à vous lancer sur vos passions, vos thématiques, avec nos différents invités qui, bien sûr, apportent leur connaissance et aussi leur aide. Virginie, j'aimerais, est-ce qu'il y a d'autres thématiques qu'on peut aborder ou est-ce que Je voulais juste revenir sur la partie les ancêtres qui nous guident dans une voie professionnelle. Je vous ai parlé de mon grand-père résistant où j'avais retrouvé le journal qu'il distribuait pendant la guerre. Et ça ne vous aura pas échappé que l'écriture et le journalisme étaient quelque chose de très important dans ma vie. Donc, quand je raconte mon vécu, ça me permet aussi de rendre hommage à mon grand-père pour qui l'écriture était présente d'une manière différente, mais qui était présente quand même. On remet ce fil rouge aussi sur ton parcours, donc le cheminement. C'est intéressant, je ne me suis jamais posé la question pourquoi je suis allé vers la technique. Peut-être que j'ai dans mes ancêtres des gens, des grands-parents associés à la technique. Mais bon, moi je sais mon grand-père. Si tu sais où il vivait, il te suffit de regarder les recensements de population et la profession est notée. D'accord, c'est intéressant, on va regarder. Écoute. Virginie, on arrive un petit peu à la fin de cet épisode. J'aimerais pour nos auditeurs, bon, déjà les inviter à aller visiter ton site. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le site principal pour te rencontrer? Tout à fait, c'est le site www.v comme Virginie, D comme Docarmo, -du6 communication.fr. Et ensuite, vous pouvez vous balader dans Chronique d'une chef d'entreprise atypique, dans Aide pour vos recherches familiales généalogiques en temps de guerre. Vous pouvez même écouter ma conférence réseaux sociaux que j'ai enregistrée pour ceux qui ne peuvent pas être là lors des conférences mensuelles en direct. Alors, une mine d'informations, merci. Et puis, on te retrouve aussi sur les réseaux comme LinkedIn, Facebook, j'imagine. Tout à fait. Pinterest, Instagram, Twitter. Ok, ben écoute, je pense qu'on a fait tout le tour. Je te remercie beaucoup, Virginie, de ce passage sur le podcast de Monsieur Joe. Au passage, je remercie à nouveau Françoise de nous avoir mis en relation. Je te remercie aussi pour ce premier essai que j'essaye d'apprendre à utiliser Jitu pour enregistrer l'audio et la vidéo. Donc, chers auditeurs, restez à l'écoute. Nous allons voir ce qu'il en sortira. Merci à toi et à bientôt. Merci Noël.
Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 65e épisode avec Virginie Docarmo vous a plu et vous a apporté beaucoup d'informations, que ce soit en tant qu'agence de communication ou que de l'aide dans la recherche généalogique, ainsi que les anecdotes qu'elle nous partage. Je vous invite à visiter pour cela son site vd-communication.fr. Il y a une mine d'informations sur toutes ces thématiques. J'en profite aussi pour, vous l'aurez sûrement remarqué, le son de mon microphone. J'ai eu des petits soucis techniques, mais j'espère que sur l'ensemble, ça vous permettra quand même de bien profiter des informations que nous partage Virginie. Et maintenant, si ce podcast vous plaît, comme je le dis régulièrement, je serais ravi d'avoir vos feedbacks, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, Facebook, ou aussi en nous mettant un petit commentaire, que ce soit dans Apple Podcast, en mettant 5 étoiles et un commentaire. C'est toujours très agréable d'avoir un retour et ça permet de valoriser le travail et le temps investi pour ce podcast que je fais bénévolement. Il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.